moi d'être avec vous et avec nos étudiants, mes chers collègues. Donc bonjour à tout le monde. Donc d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation pour cette deuxième édition. Je suis toujours ravie d'être là. Et on m'a demandé de parler de la gagner. J'ai dit, allez, ça suffit maintenant, hein. Il faut passer à autre chose. Et donc voilà, j'ai le plaisir de partager avec vous un petit peu une réglementation internationale qui est sur le protocole de Nagoya. Alors tout de suite, pour nos jeunes chercheurs, le Maroc a ratifié ce protocole. Bon, il a mis un petit peu de temps, puisque c'est sorti au bulletin officiel, je crois, en 2012, si je ne me trompe pas, ou 2014, quelque chose comme ça. C'est entré en vigueur en 2014, et ce n'est qu'en avril dernier que le Maroc a envoyé les instruments de ratification. Donc il va être parti. Le Maroc sera parti au protocole de Nagoya dans 1 ou 2 semaines. Donc vous voyez, c'est très proche. Alors j'attire votre attention, l'attention de tous les chercheurs. Donc ce protocole est valable pour les nationaux comme les internationaux. Donc même pour vous, si vous voulez accéder à une ressource, vous devez passer par l'autorité nationale compétente du Maroc. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi ça vient, mais quand une loi est sortie, ça s'adresse aussi bien aux nationaux qu'aux internationaux. Alors je voudrais juste m'excuser auprès des spécialistes du protocole de Nagoya en disant que je ne suis pas une spécialiste. J'ai tout simplement participé au comité qui a mis en place, qui a implémenté, si vous voulez, le protocole de Nagoya au Maroc, en tant que consultante pour la coopération allemande, et j'étais chargée de faire des cas d'études entre l'utilisateur et le fournisseur de ressources biologiques. Et donc il y avait aussi une équipe qui a travaillé sur la loi, et la loi sur le protocole de Nagoya est déjà prête. Donc vous voyez, on est parti, on sera parti dans 1 semaine ou 2, mais tous les instruments sont déjà prêts. La loi est prête, le CNA, on a déjà une idée comment il va être fait, etc. Donc voilà, alors avant d'aborder le protocole de Nagoya, je voudrais d'abord préciser, qu'on parle de la même chose, d'abord qu'est-ce que c'est que la biodiversité. Donc vous connaissez tous ce que c'est que la biodiversité. Donc c'est d'abord, c'est à 3 niveaux, ça peut être des écosystèmes, ça peut être des espèces, et même à l'intérieur d'une même espèce, ça peut être une variété entre les différentes variétés génétiques. Alors, M. Serge Mignani a déjà dit tout à l'heure qu'il y a 40% de médicaments qui sont issus des ressources génétiques, et donc, et c'est généralement des médicaments qui sont basés sur le savoir-faire en médecine traditionnelle. Donc vous trouvez actuellement sur le marché soit des médicaments de prescription, soit des produits ETC, soit des phytomédicaments, soit de l'aromathérapie. On utilise les ressources génétiques pour l'aromathérapie, l'homéopathie, on l'utilise aussi pour les compléments alimentaires et également pour la cosmétique. Alors que représentent ces phytomédicaments, enfin plutôt ces médicaments à base de plantes dans le marché? Donc ça représente dans le marché global plus de 60 millions de dollars. Donc vous voyez que c'est quand même important, un grand chiffre, milliards de dollars. Alors j'ai fait ma petite étude récemment et j'ai trouvé que c'est toujours en exponentiel, que ce soit en termes de tonnage ou en chiffre d'affaires, tonnage en haut et en chiffre d'affaires en bas. Donc ça veut dire que c'est toujours d'actualité, même si la chimie a beaucoup gagné pour les produits pharmaceutiques. Alors quelques exemples, M. Serge Mignani a déjà cité quelques-uns, mais vous connaissez tous quelques médicaments qui sont à base de plantes. On peut parler par exemple de l'aspirine, la codéine, etc., qui sont tous issus de plantes. Sauf que ces plantes-là, et ces médicaments, on les trouve généralement en se basant sur le savoir-faire des populations autochtones. D'accord? Alors je prends par exemple
l'exemple de l'artémisien pour l'antipaludisme, les gens utilisent l'armoise, une certaine espèce d'armoise, d'accord? Et à partir de là, dans les laboratoires en Occident, on a isolé la molécule et on a fait des médicaments. Donc la question qu'on se pose, partant de ce savoir-faire en médecine traditionnelle des autochtones et la valorisation dans les pays du Nord, est-ce que les autochtones ont gagné quelque chose ou pas? Alors la même chose avec Rhodia gordini. Rhodia gordini était utilisé par le peuple Sam en Afrique du Sud. Alors quand ils partaient à la chasse, ils le prenaient comme, comment dirais-je, pour ne pas avoir faim. Alors il y a un laboratoire en Suisse qui a isolé la molécule et qui actuellement l'utilise pour la perte de poids. Alors toujours la même question, est-ce que le peuple autochtone Sam a bénéficié de cette richesse, de leurs ressources génétiques et surtout de leur savoir-faire? L'argane qui est très cher pour nous, pareil, plein de brevets, 400 brevets à peu près sur l'argane, et on peut se poser la question, est-ce que le Maroc bénéficie aussi de ces brevets et de ces des produits qui sont analysés? Je voudrais juste attirer l'attention de certains d'entre nous qu'il y a une molécule que nous avons identifiée dans la pulpe d'argane qui est brevetée, et sans que notre établissement ne profite de quoi que ce soit, ni même les peuples autochtones. Donc d'une manière générale, vous avez toujours dans le pays du Sud une importance diversité biologique, grande importance de diversité biologique, et dans les pays du Nord, c'est eux les plus équipés, et c'est normal qu'ils valorisent les espèces et ils profitent au maximum. Donc les pays du Sud, c'est vraiment un hotspot de biodiversité. Et alors, d'où la réglementation. Lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, comme vous savez, à Rio, il y a eu les 3 conventions, la Convention sur le changement climatique, la Convention sur la diversité biologique et la Convention de lutte contre la désertification. Donc ces conventions, c'est justement pour lutter contre ce qu'on appelle la biopiraterie. Parce que quand on prend les ressources génétiques d'un pays et leur savoir-faire et on fabrique des produits à haute valeur ajoutée, sans même que les autochtones soient au courant, quelquefois. L'accès était vraiment libre. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle la biopiraterie. Et donc, l'enjeu de cette conférence au niveau international, c'est pour mettre fin à cette biopiraterie. Et donc, parmi les conventions, il y avait la convention sur la diversité biologique. Donc, avant cela, il n'y avait pas du tout de réglementation. Mais dès que la Convention sur la diversité biologique a été mise en place, est entrée en vigueur le 29 décembre 1992, là, il y avait un peu plus de réglementation. Sauf qu'on n'est pas parti plus loin. On n'est pas parti plus loin. Il y a 3 objectifs de la Convention sur la diversité biologique, et il se trouve que le 3e objectif, qui fait partie du partage des avantages, on ne l'a jamais mis en vigueur. Et donc, c'est là où le protocole de Nagoya est entré. Donc, voilà, je rappelle donc les 3 objectifs de la Convention sur la diversité biologique. D'abord, que le pays devient, comment dirais-je, l'accès n'est plus autorisé. Donc, le pays est souverain de ses ressources biologiques. Plus personne ne pourra aller chercher les plantes dans n'importe quel pays. Et donc, ceci va induire une conservation de la biodiversité. Mais le pays, il a l'obligation de l'utiliser d'une façon durable. D'accord? Et enfin, le 3e objectif, c'est le partage équitable des bénéfices dérivés de l'utilisation des ressources génétiques. Donc, les 3 objectifs sont interdépendants. Et l'objectif 3 est censé normalement renforcer les objectifs 1 et 2. D'accord? Et donc, ce 3e objectif, depuis 1993, on n'a rien fait dessus. D'accord? Donc, les gens ont continué à accéder. D'accord? Ils n'accédaient pas comme avant. Mais on
ne partagent pas les unes. Et donc, on s'est dit que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il fallait absolument mettre un instrument au niveau des Nations Unies qui va obliger les pays qui utilisent les ressources génétiques des pays du Sud à partager les bénéfices qu'ils récoltent de l'exploitation de la ressource. Et c'est exactement ce qu'on appelle le protocole de Nagoya. Pourquoi? Parce que cette décision a été prise lors de la conférence des parties, lors de la 10e conférence des parties dans la ville de Nagoya, et qui concerne le partage des avantages. Donc le protocole de Nagoya, qu'est-ce que c'est? C'est donc un traité international visant à préserver la biodiversité, promouvoir son utilisation durable et partager les bénéfices issus de l'exploitation de ces ressources. Il a été adopté lors de la conférence des parties le 29 octobre 2010 à Nagoya au Japon. Donc, vous savez que quand un protocole est adopté lors d'une conférence des parties, quand 50 parties ratifient le protocole, il rentre tout de suite en vigueur. Et donc, c'est le 12 octobre 2014 que le protocole est entré en vigueur. Et c'était aussi la période où le Maroc était en train d'implémenter cette conférence. Alors, une chronologie sur l'APA. Donc, comme j'ai expliqué, en 1992, il y avait à Rio la Convention sur la diversité biologique. En 1993, elle a été mise en vigueur. Et en 1998, on a mis en place un groupe d'experts chargé de clarifier les principes et concepts liés à l'ABS. En 2000, la conférence des parties crée le groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages. En 2002, l'adoption par la conférence des parties des lignes directrices de Bonn sur l'ABS. Donc malgré qu'il y avait ces lignes directrices sur l'accès et le partage des avantages, il n'y avait pas d'instrument pour obliger les parties à justement partager les avantages. Ce n'est que, c'est pour ça que les lignes directrices, ce n'était pas un instrument vraiment obligatoire. Donc, le groupe de travail sur l'ABS, bien sûr, va continuer son travail. En 2008, la conférence des parties définit le processus de finalisation du régime international relatif à l'ABS en vue de son adoption lors de sa 10e réunion en octobre 2010. Alors, je m'excuse, quelquefois j'utilise le terme français qui est APA, accès et partage des avantages, ou le terme anglais ABS, EBS, Access and Benefit Sharing. Ok, donc dans le protocole de Nagoya, vous allez voir, il y a beaucoup d'abréviations, APA, ABS, ABS Clearing House, etc. Le PIC, le MAT, etc. Et donc c'est en 2010, le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des justes et équitables découlant de leur utilisation est adopté par la conférence des parties pendant sa 10e réunion à Nagoya. Donc voilà les parties qui ont ratifié, c'est ceux qui sont en vert foncé lors de l'adoption en 2014. Et hier, j'ai pris la carte des gens, de tous les partis qui sont au protocole de Nagoya. Alors, vous voyez que le Maroc il est en jaune parce qu'en fait, il n'a ratifié qu'au mois d'avril dernier et il deviendra partie, comme je l'ai expliqué, au mois de juillet, c'est-à-dire dans une semaine ou deux. Donc il faut qu'on soit prêt. Et à partir de septembre, messieurs et mesdames les étudiants, vous devez absolument, avant d'accéder à la ressource, aller à l'autorité nationale compétente, obtenir l'autorisation. Donc faites très attention à ça, parce que même les publications, vous ne pouvez plus publier si vous ne donnez pas le numéro d'accès à la ressource. Alors voilà, en ce qui concerne le Maroc, donc il l'a signé bien sûr le 9 décembre 2012, il a été adopté par le Conseil de gouvernement en mars 2012, puis par le Conseil des ministres en juin 2012. La publication en bulletin officiel, c'était en 2013, mais depuis 2013, quand même, le Maroc a mis beaucoup de temps pour le ratifier, parce que ce n'est qu'en avril dernier qu'il a envoyé les instruments de ratification. Cependant, on a quand même déjà un projet de loi, on a déjà une idée de l'autorité nationale compétente, et on a fait beaucoup de travail
concernant le renforcement des capacités, que ce soit des peuples autochtones, que ce soit des universitaires, des étudiants, etc., etc. Donc il y avait tout un projet, aussi bien de la coopération allemande que du PNUD, le PNUD qui a géré le projet, mais les fonds arrivés du GEF, le Fonds mondial de l'environnement, donc qui ont permis ces renforcements des capacités. Donc voilà un petit peu ce qui est sorti au bulletin officiel. Alors, quel est le champ d'application du protocole de Nagoya? Donc, je vais utiliser les abréviations par PN. Donc, le PN s'applique aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées. Donc, faites bien attention. Il s'adresse aux ressources génétiques. Ce ne sont pas les ressources biologiques. Vous voyez, il faut faire la différence entre les ressources génétiques et les ressources biologiques. D'accord? Donc ça veut dire que, bon, supposons, je ne sais pas, quelque chose sur l'arganine. L'arganine, c'est une ressource biologique, mais si je vais extraire des molécules, ça devient une ressource génétique. Okay? Et bien sûr, aux connaissances traditionnelles. Donc les gens qui ont ces connaissances traditionnelles doivent recevoir des royalties sur leurs connaissances. Donc, quand vous entendez Nagoya, c'est d'abord l'accès. Vous allez trouver ça dans le catalogue. D'accord? C'est l'article 6 du protocole de Nagoya. Le partage des hypothèses, ça figure dans l'article 5. Le respect des obligations, donc c'est obligatoire, c'est dans l'article 15 et 16. Et les connaissances traditionnelles, elles se trouvent dans les articles 7 et 12. Alors, qu'est-ce que c'est que l'APA? APA, accès et partage des avantages, que j'ai expliqué. ABS, c'est Access and Benefit Sharing. La manière dont il est possible d'accéder aux ressources génétiques, donc c'est les instruments qui vont nous montrer comment accéder à leurs ressources génétiques. Et vous allez voir que tout ceci va passer par une plateforme internationale. C'est la manière dont les avantages découlent de l'utilisation des ressources génétiques peuvent être partagés entre les personnes et les pays utilisant les ressources. Alors en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un pays qui est fournisseur. Mon pointeur, ça marche, pas grave. Donc un pays fournisseur, pardon. Un pays fournisseur, exemple le Maroc, on va prendre un exemple, il a des ressources génétiques, donc un pays fournisseur des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, et vous avez un pays utilisateur, un pays du Nord, par exemple, je peux prendre par exemple la France. Donc si un laboratoire veut travailler avec des fournisseurs, ben, il a l'obligation de s'approcher d'eux et de mettre en place un consentement préalable en connaissance de cause. En anglais, c'est Prior Informed Consent, ça veut dire PIC, d'accord? Donc il doit obtenir un PIC à partir du fournisseur. Ok? Et après obtention du PIC, ils doivent se mettre d'accord comment l'avantage va être géré. Donc ils vont définir ensemble les conditions convenues d'un commun accord. En anglais, c'est MAT. D'accord? Donc, il est indispensable, avant d'accéder à la ressource, d'obtenir de ces communautés le PIC et le MAT. Et bien sûr, c'est pas la fac de sciences ne va pas, enfin, je veux dire que la France ne va pas aller directement voir les clients. Il va passer par ce qu'on appelle l'autorité nationale compétente. Donc l'autorité nationale compétente, c'est une autorité étatique. Et au Maroc, on sait déjà comment va être cette autorité nationale compétente. Donc, bien sûr, les utilisateurs vont faire leurs recherches. D'abord, il faut faire ces deux-là. Il faut faire le PIC et le MAT. D'accord? Ensuite, les utilisateurs. Vous voyez, c'est avant même la recherche. Il faut d'abord faire ça. Ok? Ensuite, dans le pays du Nord, on va commencer la recherche scientifique. Et une fois que ça aboutit, ben, on revient et on va donner on va décider le montant qu'on va donner au pays du Sud. D'accord? Donc on va partager les avantages. Alors supposons que vous avez des médicaments, vous faites un chiffre d'affaires
énorme. Donc vous décidez ensemble quel est le pourcentage qui va revenir au pays du Sud. Donc, pour mettre en œuvre le protocole de Nagoya, les mises en œuvre de l'ALPA peuvent prendre la forme de stratégies collectives, de législation, de réglementation et de codes de conduite nationaux en région. Le choix des mesures dépend du contexte national. Alors, les mesures adoptées au niveau national en matière d'accès doivent d'abord assurer la sécurité juridique, la clarté et la transparence. Ça, c'est très important. C'est exigé par le ABS Clearinghouse. Il faut absolument que les règles que va faire, par exemple, le Maroc, au niveau international, dans la plateforme, doivent être connues. Prévoir des règles et des procédures justes et non arbitraires. Donc, si par exemple, on doit faire un pic et un mat, ça va être à peu près le même pic pour tout le monde. Vous voyez? C'est pas parce que je connais les Français que je vais leur faire un pic comme ça, et pour les autres, je vais faire autre chose. Tout doit être défini et de la même manière. Établir des règles et des procédures claires en matière de consentement préalable en connaissance de cause et de conditions convenues d'un commun accord. Si par exemple le Maroc décide que 1% des montants réalisés de la société doivent revenir à tel fournisseur, eh bien, écoute, ça va être le même montant pour tout le monde. Il n'y a pas un pays, on va faire ça aussi. Alors, les mesures adoptées au niveau national en matière d'accès doivent prévoir la délivrance d'un permis ou de son équivalent. Donc, tout ça, c'est pour ça que je vous ai dit, on a besoin d'une plateforme internationale où tout est écrit. Vous pouvez aller sur Internet, sur ABS Clearinghouse, et vous allez avoir tout écrit. La loi marocaine, vous pouvez la sortir. Si vous voulez la loi en France, vous pouvez la faire. Si vous voulez savoir le permis, le PIC qu'a fait le Sénégal avec telle société, vous pouvez le savoir. Vous voyez, tout ça est sur la plateforme internationale. Donc, il faut donc délivrer un permis. Et c'est ce que recherche un utilisateur de la ressource. Il faut absolument qu'il ait ce permis. S'il n'a pas de ce permis-là, je vais vous montrer, j'ai fait un exemple de la France, comment elle va régler cette histoire-là. C'est des amendes, et c'est des amendes assez élevées. Et donc, tout ça, ça va encourager la recherche qui contribue à la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Donc, tout ce qu'on a mis en place, c'est pour que finalement, il y ait win pour les fournisseurs, oui pour les utilisateurs et oui pour la biodiversité. Parce que c'est ce qu'ils nous cherchent. Vous savez que maintenant, la biodiversité est en déclin et pratiquement plus que 2 millions d'espèces sont en voie de disparition. Donc, il va de notre crédibilité de préserver ces ressources pour les générations futures. Donc les mesures adoptées au niveau national en matière de partage des avantages doivent prévoir que le partage des avantages soit soumis à des conditions convenues d'un commun accord. Donc on ne va pas commencer par le mat avant le pic. On doit décider et le mat peut être soit et les avantages, ils peuvent être soit monétaires, soit non monétaires. Oui. Donc on peut décider par exemple qu'il y a un pourcentage sur le chiffre d'affaires, mais ça peut aussi être non monétaire. Si par exemple, on peut penser à un transfert technologique, on peut penser à un accueil des étudiants pour la recherche scientifique, on peut penser à un accueil des professeurs pour aller dans un pays du Nord faire la recherche, etc., etc. Donc tout ceci, c'est les avantages attendus de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Donc ça va encourager l'avancement de la recherche sur le sol génétique qui pourrait conduire à de nouvelles découvertes. C'est aussi créer des incitations à préserver et utiliser de manière durable les ressources génétiques et augmenter la contribution de la biodiversité au développement et au bien-être humain. Alors, l'article 15 de la CDP énonce les règles qui régissent l'APA. Les États doivent, donc le Maroc par exemple, doit mettre en place un système qui facilite l'accès. On ne va pas dire, attention, vous n'avez pas accès à nos ressources. Non.
On est obligé d'autoriser les gens à accéder à leurs ressources. Bien sûr, accéder d'une façon durable. Et veiller en même temps à ce que les avantages qui découlent de la réutilisation soient partagés entre les utilisateurs et les fournisseurs. Les utilisateurs souhaitent avoir accès aux ressources génétiques à des fins de recherche scientifique ou alors de développement de produits commerciaux. Vous voyez, même si vous voulez accéder pour faire de la recherche scientifique, vous devez absolument se soumettre à la loi qui régit le protocole de Nagoya au Maroc. Quant aux fournisseurs de ressources génétiques permettant l'accès en échange d'une partie équitable des avantages découlant de leur utilisation. Alors, comme j'ai expliqué, ça peut être monétaire ou non monétaire, je l'ai déjà dit. Quelques exemples de partage des avantages. Donc, par exemple, des échanges dans le domaine de la recherche. Un chercheur d'un pays fournisseur collabore avec le personnel de recherche du pays utilisateur. Une recherche collaborative. Un chercheur d'un pays utilisateur emploie des assistants de recherche des communautés autochtones et locaux des pays fournisseurs. Fourniture de matériel, par exemple, l'infrastructure, un accès préférentiel de pays fournisseurs à tout médicament, ça c'est intéressant, accès préférentiel de pays fournisseurs à tout médicament délivré, dérivé des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, des copropriétés, des droits de propriété intellectuelle, on peut partager bien sûr des brevets, etc. Alors, le protocole de Nagoya insiste beaucoup sur les connaissances traditionnelles. Lorsque les utilisateurs de ressources génétiques souhaitent employer des connaissances traditionnelles, ils doivent obtenir bien sûr le PIC, comme on a dit tout à l'heure, et ils doivent négocier le MAT, d'accord, avec le peuple autochtone. Alors, pour la mise en œuvre au niveau national, comment doit-on procéder? D'abord, il faut désigner un point focal. Donc ça, le point focal au niveau national, ça a été déjà fait depuis 1993, puisque le Maroc est partie de la Convention sur la diversité biologique. Il faut aussi que le pays mette en place une autorité nationale compétente. Donc le Maroc a longuement discuté sur cette histoire d'autorité nationale compétente. Est-ce qu'on va mettre une, deux, trois, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a des ressources biologiques forestières, il y a d'autres cultivées, il y a d'autres qui sont marines, etc. etc. Donc, et finalement, ils se sont mis sur une seule, je pense, avec bien sûr un conseil d'administration qui vient de ces trois institutions. Alors, les informations et procédures pertinentes à inclure dans les mesures sur l'APA, l'autorité nationale compétente qui autorise l'accès aux ressources génétiques doit élaborer des procédures à suivre pour l'obtention. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des procédures à mettre en place, et donc ce n'est pas des favoritismes, hein, c'est tous la même chose, et des éléments à inclure dans les conditions convenues d'un commun accord. Alors, les obligations fixées au niveau national en matière d'accès doivent assurer la sécurité juridique, la clarté et la transparence. C'est pour ça qu'on a mis en place toute cette ABS Clearinghouse, c'est justement pour qu'il y ait transparence mondiale. Ce n'est pas uniquement au niveau du Maroc, c'est au niveau de tout le monde entier. Il faut qu'il y ait une transparence et une clarté. Vous allez me dire, parce que tous les laboratoires, il y a beaucoup de confidences, que fait-on? C'est toujours la question que je pose, hein, parce que c'est quand même, il y a un truc à régler. Et donc, on doit prévoir des règles et des procédures justes et non arbitraires, établir des règles et des procédures claires en matière de PIC et maths, prévoir la délivrance d'un permis ou de l'équivalent lorsque l'accès est accordé. Donc, il faut absolument rédiger un permis, parce que les utilisateurs, c'est ce qu'ils cherchent, et créer des conditions propres à promouvoir et encourager la recherche. Alors voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout ça doit être mis dans le centre d'échange qu'on appelle EBS Clearinghouse.
le Centre d'échange international sur l'APA. Donc, à chaque fois que vous voulez accéder à une ressource, vous allez faire votre PIC avec l'utilisateur, vous l'envoyez tout de suite au centre APA. Tout de suite. D'accord? Et dès que vous avez fait votre recherche, vous avez commencé à discuter du maths, là encore, le maths, vous allez l'envoyer au centre APA. Et une fois que tout est clair, que ça y est, on va commencer la commercialisation, eh bien, on va demander le certificat de conformité internationale reconnu. Parce que vous ne pouvez plus commercialiser un produit à partir d'une ressource génétique si vous n'avez pas le certificat. Et alors, pour tout produit, on exige à tous les utilisateurs de faire ce qu'on appelle un due diligence et prévoir des communiqués de point de contrôle. À chaque fois que vous participez à un projet de recherche financé par n'importe quel organisme, ben ça fait partie du point de contrôle. Vous devez informer l'ABS Clearinghouse que je participe à ce projet et parce que ça va constituer mon point de contrôle. Donc voilà le rôle du centre d'échange d'informations. C'est d'abord faciliter l'implémentation du protocole Nagoya pour tout le monde, faciliter les échanges des informations pertinentes, ceci pour une meilleure sécurité juridique, une clarté, une transparence, et donc des règles et des procédures qu'il faut absolument. Donc voilà, si vous allez sur Internet, vous allez trouver tout ça. Vous avez aussi complètement la droite de tout ce qui a été fait. Par exemple, point focal national APA. Vous avez 177 pays qui ont déjà un point focal national. Vous avez 132 autorités nationales compétentes, donc vous pouvez chercher le Maroc, où est-ce que ça en est. Vous avez 275 mesures législatives, administratives ou politiques. Vous avez 24 procédures APA, 4 clauses contractuelles type national. Vous avez 3897, un peu moins que 4000, certificats de conformité internationalement reconnus. Et vous avez aussi des sites web, des points de contrôle. Tout ça, vous l'avez sur Internet. Vous cliquez sur ça et vous avez un peu tout. Par exemple, si vous avez besoin de savoir ce qu'a fait le Sénégal avec la Suisse, vous allez taper et vous allez avoir le PIC, l'équivalent de PIC, vous allez avoir l'équivalent de maths, etc. Alors, et bien entendu, il y a des choses qui sont exclues du protocole de Nagoya, parce que toutes les ressources génétiques ne sont pas soumises au protocole de Nagoya, comme les ressources génétiques humaines. Les ressources génétiques hors de toute juridiction nationale, des négociations sont toutefois en cours au niveau international dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour réglementer l'accès aux ressources situées en haute mer. Alors les ressources génétiques, quelle que soit leur provenance, couvertes par le TIRPA, la FAO, tout ce qui est utilisé pour l'alimentation. Le cadre de préparation de l'OMS en cas de grippe pandémique pour les virus de grippe. Par exemple, regardez ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid. Ils avaient besoin d'échanger les ressources génétiques des différents virus. Ça se passe sans pic ni maths. Donc ça, c'est normal. Alors, et les urgences sanitaires, comme je viens d'expliquer. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'APA a été conçue pour tenir compte des nécessités de partager le coût ainsi que des avantages de la conservation de la biodiversité entre les pays développés et les pays en développement, de trouver des voies, de moyens de soutenir les pratiques innovantes des communautés autochtones et locales. La mise en œuvre efficace d'effective APA dans la pratique doit tenir compte de son incidence sur, entre autres sujets, la souveraineté des États, le développement économique, les communautés autochtones, la recherche scientifique, les industries qui dépendent des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Voilà. Donc voici un petit peu l'adresse du secrétariat de la CPD qui se trouve à Montréal. Et pour toute information, vous pouvez aller sur son site web et voir un petit peu tout ce qui a été fait en matière de protocole de Nagoya.
Alors, si je reviens ici, si vous permettez, si vous regardez le certificat de conformité internationalement reconnu, le protocole de Nagoya est entré en vigueur en 2014, en octobre 2014 exactement. Est-ce que vous pensez qu'en 14, ça fait 6 plus 2, ça fait 8 ans, voilà, c'est 8 ans. Est-ce que c'est normal qu'en 8 ans, on ait eu moins que 4000 certificats? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord? Donc, c'est pas, malgré tout ce qui a été mis en place, c'est pas tout à fait respecté. D'où la COP 15 de la biodiversité. Alors, vous savez que pour la changement climatique, les parties se réunissent chaque année, mais pour la CBD, si mes souvenirs sont bons, ils se réunissent tous les 2 ans. Et la COP 15 devait se réunir en 2020, en Chine, mais à cause de la pandémie, ça a été retardé. Et c'est toujours retardé. Et c'est au mois de fin quand est-ce que ça a été fait? C'est le 21 juin dernier qu'on a décidé de ne plus tenir compte de la possibilité de le faire en Chine, mais ça va se faire à Montréal. Et pourquoi je parle de la COP 15? Parce que c'est très important, parce qu'ils veulent vraiment prendre encore un nouvel accord mondial pour la sauvegarde de la nature qui doit être adopté lors de la COP 15. C'est pas suffisant tout ce qui a été fait sur Nagoya, et ils veulent que lors de la COP 15 de la biodiversité, qui va se dérouler au mois de décembre à Montréal, que d'autres instruments vont être mis en place pour, si vous voulez, mieux travailler avec les ressources génétiques. Et on parle de la COP 15 comme la COP 20 de Paris. Il va y avoir d'autres accords, comme l'accord de Paris. J'espère qu'ils ne vont pas avoir le même résultat qu'avec l'accord de Paris. Mais en tous les cas, c'est ce qui est en train de se réfléchir. La réunion a déjà été faite en Nairobi et c'est lors de la COP 15 qu'on va nous donner tous les résultats. Alors, qu'en est-il au Maroc? Est-ce qu'on a assez de ressources biologiques? Oui, on a quand même, si je compte toutes les ressources phytogénétiques, on en a plus que 4000 espèces. Et tout ça grâce au climat et la position où se trouve le Maroc. Nous avons parmi les principaux types de ressources génétiques, nous avons celles qui viennent des forêts et tous les produits forestiers non ligneux, celles qui viennent du milieu marin et les plantes aromatiques et médicinales, et aussi pour l'alimentation et l'agriculture, de même que pour toute la faune et tout ce qui est aussi ressources génétiques microbiennes. Alors, quelques cas. Tout à l'heure, j'ai cité l'arganée, mais ce n'est pas toujours... Il y en a qui ne partagent pas du tout avec les populations locales, mais il y a d'autres qui partagent. Je me souviens quand on a travaillé, j'ai travaillé personnellement avec un laboratoire en France qui a été racheté par une grande multinationale allemande. Et on avait travaillé sur plusieurs molécules issues de l'arganée, mais on avait dit dès le départ, avant même de commencer à travailler, qu'on va travailler dans le respect de la Convention sur la diversité biologique. D'accord? Donc, on n'a pas suivi, bien sûr, à l'époque, c'était en 1998, c'est très très loin, avant Nagoya, mais on a dit, voilà, il y a beaucoup de molécules à valoriser dans le domaine de la cosmétique, mais il faudrait qu'il y ait un partage des avantages. Et je vais vous donner un petit peu ce qu'on a fait parce que ça constitue vraiment un success story parmi les cas qui ont été faits au protocole de Nagoya. Donc, alors, ce qu'on a fait, on avait travaillé sur le tourteau de l'arganée et avec ce tourteau-là, je ne peux pas dire qu'il y avait un partage des avantages parce que je ne sais pas combien ils gagnent, eux, mais en tous les cas, à partir du tourteau, par exemple, à l'époque, on ne savait pas quelle est la fraction qui va être utilisée.
combien le partage c'est combien, mais on avait décidé, au lieu que l'utilisateur achète le tout de l'organier à 0,5 €, qu'il l'achète à 8 €, c'est quand même pas négligeable, et que 55% de ce montant vont aller dans un fonds social. Hein, c'est un petit peu le partage des avantages. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Et ce fonds-là, il est utilisé maintenant par les coopératives pour acheter des médicaments. Vous voyez, donc à chaque fois qu'il y a une femme qui va chez le docteur, il n'a pas de quoi payer les médicaments, et ils utilisent ce fonds-là pour acheter les médicaments. Donc ça, on l'avait fait avant. Alors, j'ai pensé que ça serait utile de parler un peu du cadre européen de référence, d'accord, concernant le protocole de Nagoya. Je vais aller très vite, tout simplement pour dire qu'il y a une réglementation du Parlement européen le 16 avril et qui s'est rentrée en vigueur le 13 octobre 2015 et que tout le monde maintenant l'utilise depuis le 27 août 2016. Donc les utilisateurs des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées sur le territoire européen, ils doivent obtenir un certificat de conformité. Et à défaut de certificat de conformité, d'abord il faut qu'ils voient le fournisseur. Est-ce qu'il fait partie ou pas? Hein? S'il ne fait pas partie, ils doivent au moins avoir la date et le lieu d'accès, la description de la ressource, les droits d'obligation, etc., etc. Et tout ça doit être documenté et gardé pendant 20 ans. Autrement, il va y avoir obligation des utilisateurs. Il faut tracer, documenter, conserver et transférer. La réglementation européenne demande aux utilisateurs de déclarer qu'ils ont fait preuve de diligence nécessaire à différents niveaux, à la réception des financements externes pour les travaux de recherche et lors de la mise sur le marché d'un produit. Donc, mais chaque État membre désigne son autorité compétente. Donc voilà, les décisions sont au niveau européen, mais chaque État a son autorité nationale compétente et il a son organisme de contrôle, point de contrôle, et établit aussi des règles en matière de sanctions. Alors, pour la France, l'application française, donc il y a deux procédures pour accéder aux ressources génétiques, la recherche et développement, donc on doit faire une déclaration. Il y a le développement commercial, valorisation, application, commercialisation, et là il faut obtenir des autorisations. Donc par exemple, vous ne pouvez pas obtenir l'autorisation si la société n'a pas le PIC, n'a pas le certificat, ni le MAT, etc. Alors, quelles sont les sanctions encourues? Regardez, si quelqu'un ne respecte pas, c'est 150 000 €, à défaut de déclaration, et 1 million d'euros amende pour une utilisation commerciale, et 1 an d'emprisonnement. Vous voyez, quand même, c'est très contraignant pour les États qui le respectent. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc tout ça est fait et réglementé au niveau international pour un seul objectif, c'est qu'il y ait les triples win dont j'ai parlé tout à l'heure. Win pour les fournisseurs de la ressource génétique, win pour les utilisateurs de la recherche, et win surtout pour la biodiversité qui est vraiment en déclin en ce moment. Et je vous remercie.